Merci de votre assiduité. J'avoue que je suis extrêmement contente du nombre de personnes qui viennent tous les mardis, tous les jeudis, pendant 6 semaines. Bravo. Vous savez que je commence d'abord par remercier les personnes importantes dans le sens où elles enregistrent cette conférence et aussi parce qu'elles sont extrêmement discrètes. On a tendance à les oublier parce qu'elles travaillent dans le fond, dans l'ombre et derrière. Donc, je voudrais remercier Isabelle Caron qui filme la conférence. Et Mai Twang qui va mettre la vidéo sur notre site web. Outam n'est pas là ce soir, mais il a trouvé un charmant remplaçant qui parle français, qui est là, Noé, c'est ça? Voilà, merci. On a des micros qui marchent ce soir, la technologie marche, donc tout va bien. Bien, c'est avec un grand plaisir que je vous présente Jasmine Claude Narcisse, qui est l'une de nos nouvelles enseignantes à l'école de français cet été. Jasmine s'intéresse à la rhétorique du soi et à l'autobiographie dans la littérature francophone caribéenne et au linéament de la littérature francophone. Ses recherches portent sur la littérature francophone, incluant la francophonie hexagonale et la philosophie, l'écriture du soi et l'autobiographie francophone caribéenne, la postcolonialité caribéenne, la théorie et la pratique de traduction, ainsi que les droits humains. Parmi ses publications, l'ouvrage Mémoire de femmes qui date de 1997 et qui retrace des portraits de femmes haïtiennes marquantes, demeure à date une référence sur les femmes dans l'histoire de Haïti. En tant que présidente du Haitian Book Center, elle a organisé la journée du livre haïtien de 2001 à 2012. Il s'agit d'expo-ventes d'ouvrages d'écrivains francophones, de tables rondes, de ventes signatures et de conférences d'autrices et d'auteurs invités d'Haïti, du Québec, de France, etc. En titre d'assistante de direction puis membre permanent du conseil d'administration de l'Institut français Henri Père à Cuny, elle initie et dirige un programme continu sur Haïti, incluant entre autres la série multiculturelle Haïti Rencontre en 2012, et elle lance en 2013 un séminaire de 3 ans, culminant sur un colloque international de 3 jours en mars 2016 sur le thème brûlant « Impunité, responsabilité et citoyenneté en Haïti ». Elle a enseigné le français, le créole, la littérature française et francophone, ainsi que la traduction dans différents campus du CUNY et dans d'autres universités de New York comme St. John University, Fordham U, et aussi dans le New Jersey, et elle a fait tout cela de 2004 à 2016 avant de se tourner vers l'enseignement du français et de la littérature au lycée. Elle réintègre la City University of New York, qui est son alma mater, cet automne, au poste d'assistant professor. Et je n'ai pas besoin de vous dire combien c'est important pour nous qui enseignons en Amérique du Nord de devenir assistant professor. C'est un poste qui peut mener à la titularisation, donc c'est extrêmement important. C'est un poste dans le domaine des études francophones et haïtiennes et dans le domaine des cultures créoles et de la langue créole. Encore félicitations Jasmine pour l'obtention de ce poste. Elle s'est activement impliquée depuis 4 ans dans le collectif Jean-Claude Charles, en y travaillant à travers des conférences, séminaires et publications critiques, toutes et tous très divers et servant à la propagation de l'œuvre charnière de Jean-Claude Charles. 2 de ses articles sur Jean-Claude Charles, l'un en français et l'autre en anglais, ont été publiés cette année dans la revue Francophonia et dans une monographie sur l'auteur. Comme vous pouvez le constater, Jasmine, dont c'est la première année à l'école de français, apporte beaucoup à notre école. Son expertise dans le domaine des études haïtiennes et créoles, sa finesse d'analyse. J'ai assisté sur Zoom à l'une de ses conférences au printemps dernier. Merci de m'avoir invitée, Jasmine.
Mais si, j'y étais, on était nombreux, donc voilà. Et sur Zoom, on ne voit pas tout le monde. Merci. Elle apporte aussi une riche expérience de l'enseignement. Et elle enseigne en ce moment un cours de grammaire au niveau 3 que j'ai eu le plaisir d'observer. Mais en plus de tout cela, elle fait preuve également d'une curiosité intellectuelle aiguë, d'une gentillesse hors pair et d'un grand cœur. Toutes ces qualités transparaissent quotidiennement dans notre école, non seulement dans ses cours, mais à chaque rencontre, à chaque repas ou lors de chaque entretien. J'adore l'entendre rire et discuter à Proctor avec ses comparses haïtiens. Je suis d'ailleurs un peu envieuse quand je les entends de loin. Et j'ai bien l'intention d'aller partager un repas ou deux avec vous autres avant la fin de la session. De nouveau. Ce soir, Jasmine nous parlera de Haïti en toutes lettres, écriture d'une histoire inachevée. Veuillez accueillir Jasmine très chaleureusement. Et Jasmine, à toi la parole. Merci Armelle de cette trop généreuse introduction. Et surtout, merci à vous tous de votre accueil chaleureux, mes collègues. C'était mon premier été et vous m'avez toujours fait une place. Et j'ai encore l'impression qu'il y a toujours une petite place pour moi à côté de vous. Je crois qu'à cause de vos attentions répétées, je viens de passer 6 semaines merveilleuses. Merci. Et avec votre permission, je voudrais aussi remercier très particulièrement Wesley. Il va me tuer parce qu'il est tellement discret. Mais je dois dire que son enthousiasme, quand il m'a parlé, d'ailleurs qui s'est révélé vrai, il ne m'encourageait pas pour rien, mais quand il m'a parlé du programme, il m'en a parlé avec un tel enthousiasme que je pense que ça a été beaucoup. Dans ma décision de venir, en 18 ans d'enseignement, c'est la première fois que j'ai accepté d'enseigner pendant l'été. Et je ne le regrette absolument pas. Et je voudrais particulièrement remercier ici nos étudiants, étudiantes, qui, un jeudi soir, je sais ce qui les attend, surtout avant jeudi prochain, qui ont pris le temps de venir écouter ce que je vais raconter. Je sais qu'ils vont me rendre la vie minable après, mais c'est pas grave. Ils vont me poser 10 000 questions. En tout cas, je suis tout à fait consciente que votre présence ici, et je ne m'attendais pas à ce que vous soyez là, ne rend que plus difficile la tâche délicate de vous parler de choses sensées, intéressantes et qui vous gardent surtout éveillés. En réalité, depuis quelques jours, je n'arrête pas de penser à une expérience particulière de ma petite enfance haïtienne. Au repas, il y avait vers la fin du repas une tension qui montait palpable. C'est que dans la tradition, il fallait qu'on laisse son meilleur morceau pour la fin. Et comme nous étions beaucoup d'enfants, assez nombreux, pas de la même famille d'ailleurs, à table, ça c'est un phénomène de quartier de province en Haïti, je n'ai pas le temps d'en parler, mais nous étions nombreux, jeunes, pas nécessairement de la même famille. C'était à qui allait décider de jouer au chenapon et prendre dans l'assiette de quelqu'un d'autre ce morceau convoité qu'on laissait pour la fin. Alors vous pouvez imaginer la pagaille après, mais vous allez me dire quel est le rapport avec ce que nous faisons là maintenant. Le rapport, c'est que j'ai été éberluée de constater qu'à Middlebury, peut-être que la tradition n'est pas la même, parce que me voilà à clôturer un programme très riche de 6 semaines. Je ne comprends pas pourquoi. C'est moi qui dois constituer ce meilleur morceau. En tout cas, comme je ne veux pas être mangée, j'ai dû faire une petite accommodation, je dirais, pour rendre
cette soirée un peu plus légère, un peu... J'avoue que quand Armel m'a demandé un titre, je lui ai dit, ok, il tient toutes lettres. Écriture d'une histoire inachevée. Un sujet qui m'intéresse, très polémique aussi d'ailleurs, mais il y a eu entre-temps nos conversations multiples avec beaucoup d'étudiants sur le campus, des questions qui m'ont été posées, et il y a eu surtout la fameuse table de Michel Gagné, qui m'a dit qu'il ne pouvait pas être là ce soir, mais ceux qui en général sont à cette table comprendront, c'est la table la plus énergisante de tout pourtour. C'est là qu'il faut aller quand on veut être réveillé immédiatement. Et à partir de tout ceci, j'ai fait une petite modification. Au début, je pensais faire un survol de la littérature haïtienne un peu en parallèle à la cohabitation du français et du créole en Haïti, vu que vous êtes une école de langue. En venant ici, je ne savais pas ce que c'était que l'école d'été. J'ai juste pensé que je voulais le faire comme ça. En arrivant ici, je me suis rendu compte que peut-être que ma présentation pourrait être un peu plus informative et un peu peut-être moins littéraire. Donc, je vais plutôt me concentrer sur la langue, les langues haïtiennes, et j'utiliserai la littérature plutôt comme une illustration quand c'est nécessaire, mais sans vraiment me parler d'œuvres, de faire une analyse littéraire et d'œuvres spécifiques. Et je parlerai de ces langues du point de vue de ce que j'appelle le ratage ou le fiasco de la francophonie haïtienne. Je sais que le mot est fort. En tout cas, le titre demeure le même, mais j'ai ajouté un sous-titre « Haïti a-t-elle raté sa francophonie ?» Que je vous le dise tout de suite, je n'ai pas la réponse à la question. Je n'ai même pas une esquisse de réponse. Mais c'est seulement une question qui me hante et qui revient depuis longtemps. Je ne suis probablement pas la seule haïtienne qu'elle hante. Et elle persiste, elle a la vie dure, donc j'ai appris à l'aimer, à la chérir. Et elle donne un sens à mes préoccupations identitaires, à mes passions quotidiennes. Alors, on va essayer d'en parler et de s'amuser, si possible, en même temps. Un peu de géographie. Haïti, c'est cette botte rouge de son lieu qui se trouve au milieu de la carte. Elle partage une presqu'île. Elle partage l'île avec la République dominicaine. Et c'est une île très isolée. Pourquoi plus isolée que les autres? Parce qu'à part la Martinique ou la Guadeloupe, où le français et le créole sont parlés, il n'y a qu'en Haïti, dans la Caraïbe, que l'on parle créole et français. Et donc, au point de vue d'échanges culturels, linguistiques et tout, il ne se passe rien autour. Donc, c'est une île qui, dans sa culture et dans ses langues, est fermée sur elle-même. Je pense pouvoir dire, sans me tromper, que la Martinique et la Guadeloupe sont beaucoup plus tendues vers la métropole que vers des rapports intérieurs à l'intérieur de la Caraïbe. Je dis tout ça parce que ça va nous permettre de comprendre ce qui vient par la suite. Je pense que cet isolement... je vais commencer par dire que Haïti a été une colonie française. Une colonie française pendant plus d'un siècle. Et je pense que c'est de là que vient ce que j'appelle actuellement son calvaire linguistique. Il s'agit d'une histoire lourde, toute de violence, longue. Et je vais en donner quelques marqueurs, quelques dates, qui permettront une brève mise en contexte.
Je ne vais peut-être pas tout lire, mais l'île a été envahie, on dit en général découverte, moi je dis envahie. Elle a été, parce qu'elle n'a pas été découverte du tout, je ne comprends pas, mais enfin. Haïti a été envahie donc en 1492 par Christophe Colomb en tête d'une flotte espagnole. C'est le début d'un génocide de la population indigène qui l'occupait. Le même génocide qui se faisait un peu partout ailleurs. En 1518, sous l'autorisation de Charles Quint, on a eu le premier contingent de captifs noirs esclavisés pour remplacer la main-d'œuvre indigène presque éteinte. La traite atlantique était instituée. En 1685, il y a eu la publication du Code noir de Louis XIV. Si vous n'avez pas encore feuilleté le Code noir, il faut le faire. De préférence peut-être après avoir bu quelques verres. Pour ne pas... je ne dis pas le reste. En 1695, il y a le traité de Ryswick qui va partager l'île entre la France et l'Espagne. L'Espagne, donc, donne à la France la partie occidentale qui ne lui appartenait pas. Le 1793, le 29 août, Sontenax, entre-temps, vous avez bien remarqué, je ne l'ai pas mis là, la date. Je fais comme les Français. Quand les Français font une chronologie et qu'il y a une date qui a rapport avec Haïti et la révolution haïtienne, ils l'enlèvent. Donc j'ai pris sur moi-même de ne pas mettre qu'en 1789, il y a eu la Révolution française. Même si c'est la seule partie de l'histoire de la France que je veux bien réclamer comme mienne également. Enfin, comme celle de mes ancêtres. Donc peut-être un peu comme mienne. Mais en 1793, un peu dans la mouvance de la Révolution française, Sontenax arrive à Saint-Domingue pour multiples raisons. Il abolit unilatéralement, en fait il était aussi persécuté par certains colons qui étaient là, etc. Il abolit unilatéralement l'esclavage à Saint-Domingue. La Convention Lavalise et Toussaint, à ce moment-là, qui combattait aux côtés des Espagnols, rejoint le camp français et devient gouverneur de l'île et gouverneur général de l'armée de Saint-Domingue. 1802, Napoléon décide de rétablir l'esclavage, les Noirs résistent, c'est l'expédition Leclerc, guerre révolutionnaire, Toussaint Louverture est traîtrement arrêté, mis au fort de Joux, où il meurt, et on ne le dit pas assez. C'est un militaire français qui a été mis en prison, non jugé, et tué au fort de Joux. Ce n'est pas un révolutionnaire noir, ce n'est pas un esclave révolté, c'était un gouverneur de l'île de Saint-Domingue. Je ne sais pas comment ça s'appelle, mais bon, c'est comme ça. Donc, c'est la guerre, parce que même si Toussaint n'était pas esclavagiste, excusez-moi, même si Toussaint n'était pas esclavagiste, quand il a été ainsi arrêté, tout le haut commandement de l'armée qui s'est rendu compte que finalement, ils allaient y passer, la révolte est devenue une révolte indépendantiste et la lutte a continué jusqu'à ce que l'armée napoléonienne, donc l'armée dirigée par Leclerc, père de la guerre, et c'est novembre 1803. Ça aussi, vous ne le verrez pas dans un livre d'histoire en France, parce qu'on n'en parle pas. Donc, Haïti devient indépendante le 1er janvier 1804, déclarée comme date de l'indépendance haïtienne. C'est une révolution d'esclaves, une lutte victorieuse, la plus éloquente illustration des idéaux humanitaires et philosophiques du siècle, dont la valeur et la contribution, on ne le dit pas assez non plus, comme le souligne Laënnée Curbon, ne sont oblitérées que parce qu'elle était une révolution noire et une révolution d'esclaves. C'est une victoire et une indépendance gagnée sur le tas, issue d'un besoin viscéral et inné de liberté, mais qui n'en prend pas moins l'état-major par surprise. Il se retrouvait à créer un gouvernement, un État, une nation. Comment fait-on ça?
Ils étaient dans le faire immédiat et ils ont utilisé les ressources, les outils de pouvoir éprouvés et disponibles. La langue française était l'un d'eux. Donc, le problème de savoir quelle était la langue haïtienne, quelle était la langue du pays à ce moment-là, ne s'est pas posé. C'est le français. Parce que tout se faisait en français. À part, évidemment, ceux qui se parlaient dans les plantations, ceux qui se parlaient dans les échanges entre les multiples personnes qui étaient là d'horizons multiples. Mais la langue française était comme la lingua franca de l'île, et donc c'est la langue qui a été parlée comme tout naturellement. Alors, un état des lieux des langues en Haïti actuellement, dépendant de la personne à qui vous le demandez, l'haïtienne ou l'haïtien vous répondra que sa langue maternelle est le créole. Au plus rarement qu'elle en a deux, le créole et le français. En effet, Haïti est un pays officiellement bilingue. Le créole et le français sont nos deux langues officielles, quoique depuis seulement la toute dernière constitution de 1987, et donc 183 ans après l'indépendance haïtienne. Haïti ne compte pas moins 98% de locuteurs créolophones, dont on peut tirer une minorité de bilingues français-créole. Je devrais... Ok. De son indépendance, je ne sais pas comment je fais marche arrière. Comment je fais marche arrière pour ça? Est-ce que quelqu'un sait? Oh. Escape. Et puis je clique là où je veux. Je vous remercie. Et je fais slideshow. Pardon, je ne suis pas bonne pour ça. Ok, donc, un phénomène intéressant qui va parler un peu du trouble haïtien. De 1884 à date, Haïti a connu 23 constitutions. Il est édifiant de noter que ce n'est que parvenu à la 15e constitution, celle de 1918, qu'il y a fait mention à l'article 24 de langue officielle d'Haïti. L'article dit plus précisément, le français est la langue officielle. Son emploi est obligatoire en matière administrative et juridique. Et c'est tout. Il est permis de conjecturer qu'il s'est agi alors de l'un de ces barouds culturels, d'une certaine élite haïtienne dont la plus grosse manœuvre de résistance à la mainmise américaine de 1915 a été alors l'étalage caricatural de sa francité. Il est difficile aujourd'hui encore de trouver une estimation fiable du pourcentage d'Haïtiens bilingues. La compilation des recherches publiées ces 40 dernières années font état d'estimations tout à fait disparates, allant de 5 à 18%, suivant les paramètres et les méthodes utilisées et la source de l'information. Ainsi donc, je ne sais pas ce qui est arrivé à mes données, mais bon, nous allons faire ça comme ça. Ce n'est pas beau, c'est pas... mais ça va. Je pense que ça sera... Ce que je veux que vous voyez maintenant, c'est celle-là. Alors, suivant donc la source de l'information, excusez-moi, le Centre de francophonie des Amériques, par exemple, à gauche ici, basé au Québec, avance, je cite, le seul autre pays des Amériques avec le Canada où le français est l'une des langues officielles, c'est Haïti. La quasi-totalité des 11 millions d'Haïtiens est créolophone, donc 11 millions de locuteurs créolophones. Et Haïti compte 4,5 millions de locuteurs français, et 2,5 millions d'apprenants en français. Cela représente 41% donc de locuteurs à gauche, contre l'estimation de la CEFAN, je ne sais pas si je prononce ça proprement, pardon les Québécois, contre 18% de la chaire pour le développement de la recherche sur la culture d'expression française en Amérique du Nord, qui se trouve à l'Université de Laval. Évidemment, je ne sais pas si je dois l'expliciter,
J'ai des données du Québec parce que je n'en ai pas d'Haïti. Je n'en ai pas trouvé. Cette dernière estimation, celle de la CEFAN, me semble personnellement beaucoup plus proche de mon vécu de la réalité linguistique haïtienne. Je ne pense pas que nous ayons, enfin nous n'avons pas, j'ose le dire, 41% de locuteurs francophones en Haïti actuellement. Mais il demeure que la quasi-totalité donc de la population haïtienne parle créole et qu'elle constitue la plus nombreuse population créolophone du monde, environ 8,3 à 11 millions. Le phénomène créole n'est nullement particulier à Haïti. En 1977, un linguiste américain dénombrait 127 créoles à base lexicale diverses, d'où le mot créole, créole, criollo, criole, criole. Ça se prononce de manière différente. Mais cette carte est intéressante parce qu'elle montre comment tous ces pays que vous voyez qui sont présents sur la carte, sont des pays où il y a une forme de créole qui se parle. Mais donc, ils ne sont pas tous des créoles à base lexicale française. Oh non, oh. J'ai fait n'importe quoi, je suis désolée, je sais pas comment j'ai fait ça. Bon. Vous pouvez m'enlever une partie de la note, c'est pas grave. Je ne sais pas ce qui se passe. Alors, justement, je mets ceci à base justement informatif pour vous montrer. Première chose qui est toujours m'étonne et tout le temps, c'est que le plus grand taux de créole est à base d'anglais. C'est ici, comme vous le voyez. On a 35 créoles différents à base d'anglais. Maintenant, 15 à base de français, c'est pas mal quand même. Donc Haïti se retrouverait ici, mais on a des créoles un peu partout dans le monde et je pense que c'est intéressant à savoir parce qu'on n'en se rend pas suffisamment compte. Et je regrette d'avoir m'y arrêté encore peut-être 1 ou 2 minutes. C'est également aujourd'hui un fait acquis, donc on a 127 créoles à base lexicale diverses. Mais c'est également aujourd'hui un fait acquis que ce sont des langues à part entière. J'ai eu des questions de certains étudiants ici qui m'ont dit « Ah, donc le créole c'est un français un peu mal parlé, etc. » Je leur dis « Bon non, c'est une langue à part entière, c'est pas un patois, c'est pas des dialectes, c'est aucune autre dénomination qui les ont sous-classées comme inachevées, déficientes ou en devenir. » En fait, le linguiste Robert Auriol, il avance qu'il a fait un essai, laissez-moi voir si ça me mène à cet essai de Auriol. Non, ça ne me mène pas à l'essai de Auriol. Donc, l'essai de Auriol se trouve peut-être En tout cas, je voudrais que vous le lisiez. En plus, je ne sais pas comment faire ce truc. Comment je fais bouger? Sur la règle, tu prends le gris. Ici, là? Ah, voilà, tu viens de la passer. Oui. Parfait. Attendez, je vais faire flèche. Vous savez, ça marche bien, ça. N'est-ce pas? Je ne trouve pas Auriol. Auriol n'est pas là. Auriol n'est pas là. Ok, très bien. Mais qu'est-ce qu'il dit, Auriol? Auriol a publié dans le Nouvelliste. Robert Auriol, c'est un linguiste haïtien, très connu, très prolixe. Il est au Québec également. Il a publié un essai de typologie de la lexicographie haïtienne, créole, de 1958 à 2022. Et il dit que cela a retenu l'attention d'un lectorat divers, découvrant pour la première fois que le créole haïtien avait fait l'objet d'un si grand nombre de dictionnaires et de quelques lexiques ces 60 dernières années, issus d'un ample travail de recherche documentaire. L'essai est le premier inventaire général de production lexicographique. Il a permis d'identifier 64 dictionnaires et 11 lexiques, soit un total de 75 ouvrages. Et pourtant, en dépit de leur nombre élevé, ces ouvrages sont majoritairement très peu connus, voire inconnus en Haïti. Mais ce tableau de la langue créole que je vous fais là ne fait pas état, et un peu du français,
ne fait pas état d'un autre problème qui se passe maintenant en Haïti, qui est le problème de la pression qu'exercent l'anglais et l'espagnol et d'un recul progressif mais certain du français. Je vais vous faire écouter 2 chansons, parce que ça vous amusera. 2, il y en a une qui est très belle et que j'aime beaucoup et assez émouvante. Mais surtout, ils vont vous montrer ce que c'est qu'un créole un peu plus classique, un peu plus que vous allez reconnaître tout de suite. Et il va vous montrer, le second vous montrera ce que le créole est devenu maintenant, quand il est parlé dans la rue par les gens. Et vous allez tout de suite voir la différence. Le premier, c'est celui-là. Et je pense que je vais aller dans YouTube. Ok, pour pouvoir faire ça. Je sais au moins ça. Bonjour classe. Je tiens à me parler de l'importance de la poire. Même temps que chaque grain de nous là, dis-moi qui ça de la poire représenter pour lui. C'est pour les femmes qui découlent pour liberté, pour les pauvres mieux pas de ouais, comme quoi moi t'es un monde d'année. Drapeau non c'est pas facile sous un jeudi à l'exister. C'est grands-parents qui t'est campé face à l'époque puis gros la mer. Drapeau non représenter changement l'histoire l'humanité. Bagaille drôle ou caressé, pourtant l'extrêmement compliqué. Drapeau non c'est lui rappeler l'Amérique à le monde entier. Haïtiens ont pas accepté pour mon esclave aucun côté. Drapeau non sorti depuis l'histoire qui jamais existé. Histoire ancêtre New York t'es sacrifié pour nous libérer. C'est pas une femme, c'est bon roman. L'empli c'est pas une côté fait. C'est première fois ça t'est arrivé. C'est monde là qui t'apprend changer. Drapeau c'est un coucher vers moi. Mais pas le couleur, mais couleur pas changer. Mais couleur pas changer. Les rouges là c'est fierté moi. Mais fait sembler la paix décoller en bas pour moi. Drapeau à pas comprendre que j'odie à nous diviser. Devise nous l'union fait la force, mais malgré ça nous préjugés. Plusieurs tribus unis force pour libérer toute yon race. Pourtant nous-mêmes comme descendants, nous séparer tête nous en classe. Drapeau ça t'as tout échangé, si c'est état ça n'a prêté. Les pas de sens pour nous encore, dans le monde où est qu'une pas semblé. Drapeau nan li temps pour prendre place où t'es gagné. Même chanter dans temps longtemps pour t'arromer à nèg Guinée. Drapeau nan te couselé. Yo pense pas ta chambre briller. Il rappelait que mon jodi a c'est fait hier il te commencé. Drapeau n'a pas inquiété, même si vous t'arrêtez des fois blasé. Joue quand même, faut qu'il y ait campé pour pas valer qu'on mérite. Drapeau c'est un coucher vers moi. Mais pas le couleur, mais couleur pas changer. Couleur pas changer. Les rouges là c'est fierté moi. Mais fait sembler la paix décoller en bas pour moi. Coller en bas pour moi. Yon jour qu'elle pour arriver. Y'a six pannes passées ou en papier. Oh. Waval jeunesse par mérité. Y'a quoi autant pour verser mon liberté. Drapeau c'est un coucher vers moi. Mais pas le couleur, mais couleur pas changer. Couleur pas changer. Les rouges là c'est fierté moi. Mais fait sembler la paix décoller en bas pour moi. Coller en bas pour moi.
c'est fierté. Et fier que nous haïtiens. Haïtianité en bas pomme. Alors, ça c'est ce que j'appelle la version plus classique d'un créole. Je suis à peu près certaine que vous avez peut-être entendu des mots que vous comprenez. Donc, quand on parle d'un créole à base excusez-moi. Quand on parle d'un créole à base lexicale française, c'est ce que ça veut dire, c'est que, en fait, la majorité des termes, la très grande majorité des termes, vous les comprenez. C'est juste que nous avons une chaîne syntaxique, qui est tout simplement différente et qui rend la truc difficile, mais je voulais vous montrer ça. Mais je ne passerai pas la totalité, je ferai pas jouer la totalité de l'autre morceau, mais seulement la première minute. Je vais la jouer et vous allez comprendre la différence que je veux faire entre les deux. Sans risque, ma peut-être mon nom calme. M'ge pour me riche, m'pap chiche pour me tête mon nom stade. Moun kap ju fucking fortune depuis sous ancien colon. Et kap bay fucking talking dit c'est mon ancien yo bon. Bon c'est ça qui fait m'ti motivé. M'gen fi l'idée. Si de l'eau vide sous moi, quoi m'frème, ben m'ti glorifié. Sous dominé de moi mon frère, fait m'ti solide. Musique ça pas vite changer mon caprice. Gagne on va get les pieds, guindade yo dit besoin big man. J'ai sous tout vidéo, avec mon identité pour y aller, tout besoin d'unique, j'ai sous tout vidéo, pendant le pas même qu'à fumer, même chercher façon pour y sneak, j'ai sous tout vidéo, Ok. Vous avez vu le... Qu'est-ce que vous avez remarqué, si je puis demander? Vous avez vu tous les mots anglais? Il y a plus d'anglais que... Beef, sniff, F, etc. etc. Ouais, c'est F, je ne peux pas dire plus. Mais elle est là, hein, faites attention. Alors, voilà. J'ai trouvé que c'était extrêmement intéressant. Alors, j'ai appelé ceci métissage au conflit de culture. Je ne sais pas. Et j'essaierai de ne pas être... trop catastrophé ou de ne pas faire de jugement, mais n'empêche que je suis consciente de ce que il y a ce créole-là qui s'écrit, qui compose des morceaux, je dirais, très nationalistes et très présentables, comme cette chanson, Le Drapeau pour moi. Et puis, il y a en réalité, dans la vie de tous les jours, ce créole-là qui se chante. Vous avez vu que même le rythme musical, le type de musique est différent. C'est très américanisé, si je peux dire, entre guillemets. Et j'ai envie de faire l'hypothèse que ce créole-là est celui qui est en train de prendre du champ. Avec toutes les conséquences que cela peut avoir pour le français. Bon, voilà. Je ne sais plus du tout où j'en suis de mes trucs, donc je vais lire, parler et essayer de lire un peu. Alors, au contraire de ce qui se passe, bon, alors vous avez compris, ça c'est de la musique, c'est la culture populaire, vous allez me dire, c'est pas la littérature, c'est pas la langue, etc. Mais c'est de la musique, d'accord, on se calme. Et au contraire de ce qui se passe dans le milieu académique, la production littéraire haïtienne actuelle, en anglais, se fait pour le moment en dehors surtout du territoire haïtien et n'a pas encore atteint un volume trop alarmant. Ce ne sera pas un élément clé de mon argumentation. J'ai par contre des sentiments assez mitigés sur le rythme accéléré de la traduction des œuvres fictionnelles haïtiennes en anglais. Il y a 7 ans déjà,
une collègue me confiait la lutte qu'elle menait pour maintenir ouverts les cours avancés de français, parce qu'avec la diminution systématique du nombre d'inscrits, augmentait la pression de l'administration d'enseigner les textes haïtiens en traduction. Évidemment, je parle des États-Unis, mais bon, il se trouve que nous avons une diaspora haïtienne de plus en plus forte, et aussi ce qu'on appelle les Haitian Studies ici, qui se font en anglais et qui sont très actives, et très vivaces et tout, mais qui ont une conception qui est que ramenons tout en anglais, traduisons tout, mettons tout disponible, parce que de toute façon, le français c'est la langue du colon, la langue du pays c'est le créole, etc., etc., et avec toutes les conséquences auxquelles on peut penser. La suite de ma discussion va mentionner des notions peu palpables, dont on discute encore les tenants, se demandant à quoi ils renvoient. On parle de sentiment national, de l'âme haïtienne, d'une âme nègre. On intègre en soi et pour soi une construction d'une identité raciale qui nous définit jusqu'à l'essentialisation. Mais on comprend surtout que le besoin de cohésion que ces notions identitaires indiquent, plus est une nécessité de ralliement, une nécessité de grégarisation sous la bannière rassurante du même. Il ne faut pas une trop grande imagination historique pour comprendre que dans le malaise identitaire haïtien postcolonial, longtemps solitaire, un malaise qui n'est peut-être pas encore résolu, il est arrivé à plus d'un de se sentir ou de se persuader d'être quelque part français, tout en étant haïtien. Et aussi difficile que ça peut être envisagé, la France a beau être une marâtre, on a longtemps parlé d'elle en Haïti comme la mère patrie. Celle à laquelle il fallait revenir pour la consécration indispensable, pour la consolidation de son soi. Le poète haïtien Edzer Villers, par exemple, qui est l'auteur au début du XXe siècle de l'iconique recueil Les 10 hommes noirs, un recueil qui a été reconnu alors par l'Académie française, justifie ainsi le succès outre-mer de son œuvre dans une lettre de 1912 où il remerciait la Chambre haïtienne des députés qui le félicitait justement d'être distingué par l'Académie. Alors, il a dit ceci, excusez-moi, il a dit, nous avons à lutter, on n'est pas fait, présent, nous avons à lutter avec d'autres armes que nos pères, contre le préjugé qui vaut toute une race au mépris et à la honte. J'ai voulu que mon œuvre aidât à cette démonstration nationale. Et mes chers élèves, j'espère que vous avez vu le EDA, D-A, accent circonflexe T, vous me direz demain ce que c'est, à cette démonstration nationale. Et ce à quoi Edzer Villers, un autre poète haïtien, répond en saluant, Edmond Laforêt, pardon, répond en saluant Edzer Villers, notre concitoyen, frère de lait des poètes français, c'est moi qui souligne, frère de lait des poètes français, appartient avant tout à notre pays et à notre race. Et c'est là la forme qu'a pris l'engagement des lettres haïtiennes. C'est moi voir ce qui vient, mais non. Comme quoi. Il a dû y avoir un lutin dans mon bureau aujourd'hui, je vous assure. En général, je fais mieux que ça. Hein. Je sais pas ce que c'est. Ok. Il dit... alors, c'est là la forme qu'a pris l'engagement des lettres haïtiennes du 19e siècle, de l'école patriotique à la génération de la Ronde. La mission nationale prise en charge par les écrivains est le rehaussement de la race et la restitution de l'humanité à des êtres dégradés. Et l'interlocuteur de ces œuvres, et souvent le narrateur même, était le français, la France. Alors, dans quelle langue s'est écrite
où s'écrit donc la littérature nationale haïtienne. Existe-t-il de littérature qui ne soit pas nationale? Tout récemment, dans un colloque sur Haïti a été organisé par une université américaine très prestigieuse. À la séance d'ouverture, ne voilà-t-il pas que le maître de séance, un professeur d'université français lui-même, mais enseignant ici aux États-Unis, fait l'introduction de ses invités d'honneur, 16 invités, c'est lui qui les a invités, une autrice et un auteur haïtien dont les derniers romans chaudement acclamés avaient reçu plusieurs prix. Puis, il enchaîne avec cette question surprenante. Alors, considérez-vous votre œuvre, vos romans comme haïtiens? C'est la question qu'il a posée aux auteurs pour ouvrir le colloque. Considérez-vous, je vais reprendre la question, considérez-vous votre œuvre, vos romans comme haïtiens? J'avoue avoir admiré le calme, flegmatique, avec lequel tous deux ont répondu à la question. Ils me confieront après qu'ils en avaient simplement acquis l'habitude, car c'était plus courant qu'on ne le croit. Mais je n'arrête pas de penser aux multiples a priori qui peuvent sous-tendre une telle question, que je n'imagine nullement adressée à un poète français ou à un écrivain américain. Évitant surtout d'y entendre en creux cette autre question qui n'a pas été formulée, qui n'a pas été explicitée: pourquoi donc écrivez-vous dans une langue qui n'est pas la vôtre? Parce qu'en réalité, c'est ça la question. Pourquoi est-ce que vous écrivez en français après 2 siècles de littérature haïtienne? Dans sa monographie, je ne veux plus faire d'erreur, donc je vais aller ici. Une seconde, je vous prie. Ok. Dans sa monographie intitulée Littérature d'Haïti, Léon-François Hoffmann affirme pourtant, et je lis, « La littérature haïtienne est la plus vénérable et a longtemps été la plus riche de la littérature ultramarine en langue française. Pour la période comprise entre la déclaration de l'indépendance en 1804 et la fin de l'année 1949, le magistral dictionnaire de bibliographie haïtienne de Max Bissent relève plus de 4300 ouvrages publiés par des auteurs haïtiens, soit à Port-au-Prince, soit en France. Comme le signalait en 1956 le critique américain Edmund Wilson dans Red, Black, Blonde and Olive, I don't know. Depuis la révolution de 1804, Haïti a produit plus de livres par habitant qu'aucun autre pays du Nouveau Monde, à l'exception des États-Unis. Cela n'a pas suffi à faire cas du fait littéraire ou du cheminement du littéraire haïtien. Car moins que l'existant, ce qui compte, c'est la reconnaissance par un certain espace de sanctification. Dans un article, L'invention des littératures nationales en langue française au XIXe siècle, langue, nation et littérature, Dominique Combe présente la naissance des littératures hors hexagone, nommément de la Belgique, du Canada et de la Suisse, appelées à rejoindre plus tard le grand aliment francophone. Combe rappelle le débat entamé au XIXe siècle en Europe sur ce qui constitue ou devrait constituer en vrai une littérature nationale, ou même s'il était opportun de soutenir l'existence de littérature nationale. Sans trancher, il est vrai, il en arrive à ceci que la langue nationale, la nation et j'ajoute l'identité, sont liés et qu'un creuset qui assure leur consécration en dehors de la volatilité de la pratique orale est la littérature, qui, de ce fait, se trouvera réclamée comme littérature nationale. Et il conclut ceci. Je pense que je suis retombée sur mes pattes, mais je ne veux pas faire d'erreur. Ici.
il conclut, là c'est pas très long, dans quelle langue la littérature nationale s'écrira-t-elle? Le plurilinguisme officiel empêche que soit scellé un pacte exclusif entre une langue et une nation, comme l'a fait la littérature française en France, au prix d'un coup de force jacobin, reléguant la littérature régionale à ses marges. L'intérêt de l'article de Dominique Combe, pour moi, se trouvait dans ce qu'il met en regard les tâtonnements, les expériences similaires de deux pays européens différents, la Belgique et la Suisse, et la naissance, dans le sens de sa vocalisation, de la francophonie québécoise, qui est américaine. Tout en prenant compte des propositions philosophiques et pratiques de Sartre, Fanon par exemple, aux aspirations nationales identitaires du début du siècle aux années 60. Puisqu'il a considéré l'Amérique, je me demande pourquoi il n'a pas jugé opportun d'inclure Haïti, où s'esquisse depuis peu après 1804, concomitamment ou même antérieurement, et bien avant la conceptualisation politique de la francophonie, les contours d'une littérature haïtienne en français. Cette mise à part d'Haïti et cette réticence à la francophonie haïtienne semble ne pas dater d'hier. Dans un discours prononcé le 26 avril 1956, je peux mettre ceci parce que je pense que je vais lire ça. Dans un discours prononcé le 26 avril 1956, au symposium organisé par le département des affaires culturelles de l'Union panaméricaine à San Juan de Porto Rico, le docteur Jean Price-Mars se retrouvait déjà, ou faut-il dire se retrouvait encore, je ne sais pas de quel côté je dois le mettre, à rappeler à l'Assemblée et au monde qu'Haïti attendait encore une place, quelque chose qui semblait lui être dû, mais qui tardait à se concrétiser. Son discours a pour titre « La contribution haïtienne à la lutte des Amériques pour les libertés humaines ». Je vous en ai extrait deux passages pour que vous mesuriez le dramatique de ce discours de Price-Mars. Je vous dirai seulement que Price-Mars est considéré comme un africaniste par beaucoup, car il est le premier à systématiquement insister sur la nécessité pour Haïti, les Haïtiens, de retourner à leurs sources africaines, de prendre en compte ce qu'elles représentaient, ces sources, pour l'accomplissement de notre identité propre. Les conférences de Price-Mars ont été publiées dans le volume Ainsi parle l'oncle, très connu, dans les années 20 en Haïti. Et ce sera aussi la naissance de l'école indigéniste, etc. Price-Mars est aussi identifié comme l'oncle de la négritude par Léopold Sédar Senghor lui-même et a été l'aîné invité à présenter le discours d'ouverture du premier congrès des écrivains et des artistes noirs tenu à la Sorbonne en 1956. Vous verrez qu'il a aussi présenté les linéaments de la créolité. Tout ça pour dire que c'est pas comme quoi ce discours de Price-Mars est un discours d'un assimilé qui demande à être considéré plus français que français. C'est vraiment un Haïtien conscient de ce que nous sommes dans un creuset de plusieurs cultures et qui a essayé de voir comment l'africanité pouvait être beaucoup plus prise en compte de cette culture. N'empêche que dans son discours, il dit ceci. Il advint donc que malgré l'adoption solennelle et sincère que nos pères firent des institutions françaises, il y eut dans la communauté naissante haïtienne une lutte sourde entre ce qui était fondamentalement africain, mœurs, coutumes, croyances, et ce qui était d'acquisition coloniale pendant 3 siècles de servitude et d'acculturation. De cette alchimie sociale découla une culture originale qui ne fut ni africaine, ni française, mais une harmonieuse synthèse de l'une et l'autre, dont l'évolution s'est poursuivie
et se poursuit sous nos yeux depuis 150 ans de gestation dans les Amériques. Une harmonieuse synthèse de l'une ou l'autre, c'est moi qui ai souligné. A-t-on besoin d'une meilleure définition de la créolité? Et une autre partie du discours, je crois, c'est celle-là. J'appelle ceci dramatique et pathétique parce que pour moi, que quelqu'un comme Price Mars se soit retrouvé obligé, en milieu du XXe siècle, de plaider ainsi le cas d'Haïti pour dire, voilà, qui nous sommes, et d'utiliser ainsi la francophonie haïtienne ou la langue française pour expliquer que c'est un pays auquel on doit faire attention. Pour moi, c'est extrêmement pathétique. C'était après 150 ans d'indépendance quand même. En tout cas, sa deuxième citation, il dit, nous sommes parvenus, je ne sais pas tout mis, mais il dit, nous sommes parvenus maintenant à près de 4 millions d'âmes, avec 4 millions d'Haïtiens, avec une production intellectuelle de 5000 volumes dans tous les domaines des sciences, des lettres, des arts. Et il commence ici, si l'Académie française a pu s'écrier à l'occasion du premier centenaire de notre indépendance en 1904, qui se serait douté que dans la République noire, déchirée de tant de discorde, agitée de tant d'orages, qui jusqu'ici a si peu connu le repos, il se trouverait tant de personnes, magistrats, professeurs, journalistes, que rien n'a pu décourager de cultiver les lettres. Ils ont des poètes en grand nombre qui chantent les beautés de leur pays, les exploits de leur père à la conquête de leur liberté, et les chantent en vers sonores et brillants. Ils ont des historiens, des romanciers, des orateurs, dont l'anthologie nous cite de nombreux fragments qui se lisent avec beaucoup d'intérêt. Vous comprendrez que ce qui nous touche le plus, c'est de voir que ce pays qui s'est séparé de nous depuis un long siècle garde le goût de notre littérature, qu'il lit nos auteurs et les imite, cultive notre langue. Et Price Mars de continuer, si donc tout cela constitue un aspect de notre culture, elle révèle cette culture et par cette facette, l'influence fondamentale de l'empreinte française. Ce plaidoyer de Price Mars, parmi tant d'autres, semble être resté lettre morte. La littérature nationale haïtienne, donc, s'écrit avec panache et brio depuis maintenant 2 siècles, en langue française, sans qu'on puisse compter une augmentation notable du nombre de locuteurs français. Au plus fort de la période indigéniste, qui prônait un rapprochement de la culture populaire, les œuvres ont continué à se produire en français. Nous avons eu quelques figures, quelques œuvres marquantes et magistrales en créole, bien sûr, dont je ne peux pas ne pas citer Des Affies de Franck Etienne, une œuvre très connue qui est présentée comme le premier roman haïtien publié en créole. L'amour pas des barrières de Émile Célestin Mégy, qui l'a succédé immédiatement, donc on peut penser qu'ils s'écrivaient au même moment. Les œuvres et la poésie de Félix Maurice Leroy. Notre cher Wesley vient de publier un fameux texte sur Félix Maurice Leroy qu'il faudra qu'il traduise en français pour qu'il le fasse lire ici à l'école de français de Middlebury, n'est-ce pas, Wesley? Il écrit en anglais, c'est de la traîtrise, hein? En français. Les œuvres poétiques de Georges Castrat. Alors, sa poésie créole, elle est tout simplement lumineuse. Et la poésie et le théâtre de Jean-Pierre Richard Narcisse. Il ne m'a pas été possible, de trouver l'exact pourcentage de la production créole comparée à celle en langue française. J'ai contacté le Syndicat, qui est un centre de documentation haïtienne et caribéenne qui se trouve au Québec. En général, ils ont tout et ils me donnent tout. Je les ai contactés depuis 2 mois. Je n'ai pas arrêté d'envoyer des messages.
Il n'était pas capable de me dire. J'ai été sur les sites des maisons d'édition haïtiennes. Même quand je mets le mot créole, traduction, je mets toutes sortes de mots qui me permettraient d'essayer de trouver des données qui me permettraient de mesurer un peu. Je n'ai pas été capable de le faire. Donc ça veut dire que quelque part, la préoccupation de trouver ce chiffre n'existe pas. Donc il y a là un espace de recherche peut-être à fouiller. Et je vais conclure ici. On veut que la langue et la littérature nationale soient marqueurs et porteurs de projets et d'esprit d'un peuple. Et justement, cette disparité de la production littéraire et de la réalité linguistique haïtienne n'en fait pas moins une littérature nationale. Elle donne la mesure de quelques... Elle donne la mesure de quelques éléments fondamentaux qui informent le quotidien haïtien, notamment de l'écart qui n'a pas arrêté de se creuser entre des classes condamnées à s'éloigner, de l'incapacité à reterritorialiser et à convertir une culture ou des composantes culturelles efficacement dans l'absence d'une coalition nationale ou d'un bénéfice national. Enfin, je sais qu'à ce moment où je vous parle de littérature, de choix de langue, en Haïti, il s'y passe probablement quelques violences innommables, insupportables, et qui banalisent mon propos. Je veux avoir une pensée spéciale pour cette personne touchée à ce moment précis où je parle, qui, dans l'absurdité vécue actuellement en Haïti, est peut-être un proche. Je justifie ma démarche et je me justifie de ceci qu'un peuple peut souffrir et périr de multiples parts à la fois, et qu'on ne sera jamais de trop à s'occuper de ce qui, quoique d'apparence futile, constitue l'essence même de ce que nous sommes, et qu'il nous faudra trouver, préserver, quand enfin il fera encore jour. Merci. Merci beaucoup, Jasmine. Et dans la tradition middelburgienne, j'invite les étudiants et étudiantes à poser les premières questions. Courage. Allez, c'est la dernière conférence. Salut. Merci beaucoup pour votre présentation, c'était super intéressant. J'aimerais savoir, parce que je suis étudiant en littérature, et avec les crises politiques dans le monde, la crise climatique, toutes les crises, qu'est-ce que c'est votre opinion sur le rôle de l'étude de littérature avec toutes les crises qui se passent dans le monde? De la littérature haïtienne ou de la littérature en général? Les deux, comme vous voulez. Ok, très bien. C'est une colle, mais je vais vous dire ce que je pense. Je pense que la littérature est essentielle. Elle est essentielle parce que, comme je pense l'avoir dit ici, il est vrai que quelque part la littérature, à mon avis, d'un pays traduit, ou d'une nation, comme on veut l'appeler, traduit vraiment quelque chose d'essentiel, quelque chose de l'être qui ne peut pas se traduire comme un discours rationnel et tout. Donc pour moi, c'est un espace, l'espace de création littéraire. C'est un espace où vraiment on projette d'une façon ou d'une autre ce qui peut constituer le cri de révolte ou le cri d'espoir d'un peuple. Il m'a paru que dans ce que j'ai compris de la littérature jusque-là, et c'est pour ça que franchement je suis justifiée de me continuer à m'occuper de littérature quand je sais très bien qu'il y a toutes ces crises. Il m'a paru qu'il est important que nous sachions qu'il y a cet espace de cri
cet espace comment je pourrais dire, où nous déposons nos rêves, nos refus, nos colères. Et ne serait-ce que pour ça, je pense qu'il serait important que la littérature continue à fleurir. Nous avons par exemple un jeune haïtien de 25 ans qui s'appelle Jean d'Amérique, en France maintenant. À chaque fois que j'entends parler ce jeune homme, avec tout ce qui se passe en Haïti, il vient vraiment d'un milieu très populaire. Mais à chaque fois que je l'entends parler, je ne sais pas pourquoi, tout le désespoir que j'ai par rapport à mon pays, il y a quelque chose qui bouge en moi, il y a quelque chose qui bourgeonne, parce que je me dis, on ne sait jamais, lui, il peut parler, il a l'espace, il a le micro, mais peut-être qu'il y en a tellement comme lui, qui sont en train de germer et qui vont pouvoir faire ce que j'appelle se lever le jour. Je ne sais pas si j'ai la réponse vraiment à votre question, mais je vous ai donné ce que moi je sens par rapport à la littérature. Je ne sais pas si je peux dire plus. J'ai une prof qui m'a dit certains créolophones et créolophones qui ne parlent que créole, le créole à base de français, il y a des créolophones qui, quand tu lui demandes s'il parle français, ils diront oui, bien sûr, je parle français. Est-ce que tu es opposé à ce vue ou non? D'où est-ce que tu penses ce vue vient? D'accord. Tu parles des Haïtiens qui, en dehors d'Haïti, disent, quand ils parlent créole, qu'ils parlent français, c'est ça? Oui, en général, Ouais. tous les D'accord. Ce que tu dois savoir, c'est que il y a un gros stigma sur les gens qui parlent créole. Moi, personnellement, je me suis rendu compte en venant vivre aux États-Unis vraiment très tard dans la trentaine, presque à 40 ans, je me suis rendu compte que je m'adressais, ma mère vivait aux États-Unis, elle avait laissé Haïti depuis que j'avais l'âge de 18 ans, et je l'ai rejoint à ce moment-là. Je me suis rendu compte que je me suis adressée à ma mère, à ma propre mère, en créole, seulement quand je suis arrivée aux États-Unis, à presque 40 ans. Parce que je viens d'une famille où ma mère était institutrice, où je lui parlais en créole, elle me disait « exprime-toi ». Avec un regard de haut, du genre enfin. Et c'est pathétique, j'étais linguiste, traductrice, entre-temps je pense que j'ai tout fait en créole pour essayer de compenser ceci. Et donc quand un Haïtien parle en créole dans un espace public, il ne dit pas aux gens « je parle créole ». Surtout s'il pense que les gens ne comprennent pas. Bon, souvent, ils se trompent, les gens comprennent très bien que ce n'est pas du français. Donc c'est une façon pour eux de se grandir, ou une façon de dire aux gens « oui, je sais parler français ». Parce que souvent, l'Haïtien qui ne parle pas français en a honte. Parce qu'on ne l'a pas appris à... De moins en moins, je dois dire. De moins en moins. Il y a... Et je pense que c'est grâce à la diaspora américaine, et c'est pour ça que je dis que j'ai des sentiments mitigés. J'avoue que la diaspora américaine et la présence de l'anglais en Haïti libère les gens de cette espèce de stigma. C'est pour ça que je parlais au début, je disais que je ne veux pas parler de bilinguisme en Haïti, je dis la cohabitation, parce que c'est une cohabitation mortifère. Mais c'est comme ça. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, Cara. C'est clair? Oui, c'est clair. Merci. Avec l'influence de l'anglais et aussi espagnol et français, à votre avis, quel est l'avenir de la littérature en Haïti?
Oh, la littérature, elle va survivre dans n'importe quelle langue. Elle va s'écrire en créole, en anglais, en français. Je n'ai pas d'inquiétude pour la littérature. J'ai une inquiétude pour l'histoire d'Haïti. Alors, je ne veux pas être polémique, mais j'en veux un peu, bon, évidemment, j'en veux à Haïti. J'en veux à Haïti, à ses dirigeants qui n'ont pas su créer ce qu'il fallait d'espace pour que les langues soient parlées par tout le monde, parce qu'il y a des problèmes d'éducation, des problèmes économiques, etc. Les problèmes économiques dont la France elle-même est responsable aussi, d'une certaine manière. D'autres personnes en ont parlé mieux avant moi. Mais je pense, personnellement, et je suis dans une position privilégiée pour le dire, peut-être que je ne devrais pas, mais je pense que le français fait partie d'un patrimoine haïtien. Je pense que cette idée, parce qu'il y a des gens en Haïti qui vous disent, et même aux États-Unis, la diaspora disent, oh, le français c'est la langue du colon, c'est le créole qui est la langue d'Haïti, mais ils sont aux États-Unis et ils parlent espagnol et anglais. Et ils ramènent l'anglais en Haïti, et je leur dis, vous faites que changer de maître. Parce qu'en même temps, vous ne faites pas en sorte que tout puisse se faire en créole. Vous fonctionnez en anglais et vous me dites que le français c'est la langue du colon. Donc c'est une position revancharde, c'est une revanche contre les clivages sociaux dans le pays, et qui fait qu'on se retrouve, mais il y a un patrimoine du pays qui est en français que je pense que nous ne devons pas perdre. Et croyez-moi, si vous voulez, les Américains, ils font tout ce qu'ils peuvent pour que ça se passe, pour que le français soit repoussé le plus possible, et la France les laisse faire aussi, de toute façon. Donc, je n'ai pas de crainte pour la littérature. La littérature, il n'y aura aucun problème. Ce ne sera peut-être pas la littérature que moi je connais, ce ne sera pas celle que je veux, mais il faudra peut-être que j'apprenne à un certain moment à reculer, faire marche arrière et laisser faire. Salut. Je pense qu'au début, j'ai entendu que tu as dit quelque chose des études haïtiennes, Haitian Studies. Est-ce que tu connais quelles universités sont à l'avant-garde des études haïtiennes? Et tu as dit là-bas. Non, mais c'est une question délicate parce que là, telle université va dire que j'ai dit ça et pas dit ça. Mais je sais qu'il y a un programme extrêmement intéressant à Duke University. Il y en a en Floride, je pense qu'il y en a au moins 2. J'espère que le mien, dans 2 ou 3 ans, pourra surpasser les autres. Parce que je dois, justement, l'une de ma mission, c'est de reviver les études haïtiennes dans le CUNY. Attendez, la Floride, Duke University. Vous pouvez m'aider? À Milwaukee, merci. Milwaukee, et je pense que je n'en sais pas trop vraiment. Mais il y a surtout, alors ce que je peux suggérer, si vraiment la question vous intéresse pour une recherche, vous pouvez chercher le Haitian Studies Association. Ils ont un site web où vous allez trouver vraiment toutes ces ressources-là. Il faut donner toutes les adresses, etc. Merci. Okay. C'est clair que la culture haïtienne est quelque chose qui continue à grandir. Est-ce qu'il y a une différence plus grande que vous voyez entre votre enfance et maintenant? Une très grande différence. Une très grande différence. Oui, il y a une très grande différence. C'est pas du tout le même pays. Et je pensais en écrivant, en préparant ce texte et en lisant, etc., je pensais que, pas toujours facilement pour moi, qu'il fallait peut-être que comme je viens de le dire, que je sache que il arrive que notre temps soit passé. Par exemple, je ne comprends pas le morceau de rap qui a joué là. Je ne le comprends pas.
Quand je dis que je ne le comprends pas, je ne le sens pas. Je veux dire, je ne bouge pas. Je ne bouge pas avec. Bon, je n'écoute pas le rap américain non plus. Je n'écoute pas. Je me suis arrêtée quelque part. On va le dire comme ça. Je me suis arrêtée quelque part et je n'ai pas l'énergie de faire l'effort d'avancer vers certaines choses. Mais oui, blague à part, oui, il y a un changement. Mais je veux croire que ce n'est pas catastrophique, comme je l'ai dit. Ça bouge. C'est juste que je pense que ça bouge de telle façon que il y a toute une partie de la population, mais vraiment une très grande majorité de la population, qui a été laissée pour compte depuis trop longtemps et qui continue à être laissée pour compte. Et ça bouge, je ne suis pas très certaine au bénéfice de qui. Et vous savez, les élites et les privilégiés, ils se convertissent, ils demeurent des élites et des privilégiés, quelle que soit la manière dont ça bouge. Et à mon avis, ça bouge, mais pas dans le sens de cette justice sociale, de cette correction de choses qui ne sont pas faites comme il faut, que nous pourrions espérer. Oui. Est-ce que je peux juste te demander ton interprétation de la phrase d'Émile No lorsqu'il disait, très tôt d'ailleurs, 1836, il faut brunir la langue française sous le soleil d'Haïti. Il faut brunir la langue française sous le soleil d'Haïti. Parce que j'ai toujours aimé cette citation, mais je ne suis pas certaine que je l'interprète comme il faut. Je pense qu'il a tout simplement dit, c'était peut-être une des premières phrases qui parlait de la francophonie. Je pense qu'il a tout simplement dit que nous ne pouvons pas en Haïti parler le français comme il se parle en France ou ailleurs, en dehors du pays, et qu'il faut que nous acceptions que cette langue-là, elle est à nous, et elle va être colorée de beaucoup de choses, de mots, d'expressions, de changements de toutes sortes, et même des figures et des images. Alors, on a beaucoup... il y a eu beaucoup de courants, j'avais décidé de ne pas faire littérature, il y a eu beaucoup de courants dans la littérature haïtienne. Il y a ceux qui ont embrassé justement ce vœu que Émile No avait exprimé, de vraiment se laisser parler dans la langue et de dire la langue comme elle les traversait. Mais il y en a d'autres pour qui la langue devait aller le plus possible vers la correction qu'il percevait, la correction française telle qu'il la percevait, et qui bloquait toute tentative de... Donc on a parlé de littérature de pastiche, etc., etc. Mais bon, je pense que tout simplement que c'est ce qu'il voulait dire, qu'il veut s'approprier la langue. Merci. Salut. On parle beaucoup en notre cours de la rigidité du français et comment le français doit changer avec les temps, mais ça me semble, je ne sais rien, mais ça me semble comme il y a une liberté dans le créole qui m'intéresse beaucoup. Et tu penses peut-être le créole est une modèle pour le français pour le créole changer? Ouais. Non, ça n'a rien à voir. Enfin, je ne pense pas que le créole soit un modèle. Je pense que le créole va continuer son évolution et puis le français le sien, encore que le français haïtien soit informé, coloré, bruni, comme Émile No l'a dit, du créole. Mais je pense que cette rigidité de la langue dont on parle, elle est fausse. La langue se parle. Vous savez, il y a ce que les linguistes veulent, il y a ce que les grammaires disent, et puis il y a la langue qui se parle. Alors évidemment, nous sommes intraitables ici, nous sommes profs de français, donc nous sommes obligés de vous dire, je vous ai parlé du subjonctif par exemple, je vous ai dit, écoutez, ce truc est condamné à disparaître, mais pour le moment, vous savez, vous allez vous l'imposer, c'est comme ça. Je ne veux pas que vous le fassiez disparaître vous-même, parce que c'est pas votre tâche. Mais je ne pense pas que la rigidité soit dans la langue elle-même.
C'est nous, les profs de français, qui sommes condamnés à jouer au rigide. Mais la langue, elle vit. Hein. D'ailleurs, c'est pour ça, par exemple, il y a une chose que je ne fais plus. Je ne demande plus à mes étudiants d'aller sur YouTube ou sur Internet pour faire des choses. Parce qu'ils lisent, c'est... Excusez-moi, mais des fois, je leur dis, mais je ne sais pas ce que c'est, ce que tu lis là. C'est pas possible. Parce que les gens, justement, parlent la langue librement. Donc... je ne pense pas que le créole puisse être un modèle pour le français. Je pense que le français se modèle lui-même, suivant les espaces, suivant les... Le français se parle dans beaucoup d'espaces. Hein. Et même à l'intérieur de la France, les Français qui sont ici vous le diront, il n'y a pas un Français qui se parle en France, il y a des Français qui se parlent en France. Alors, s'il y a ces numéros de langue qui sont utilisés comme la base pour le créole, qu'est-ce que tu penses de ce nom créole qui est donné à vraiment toutes ces langues différentes? Et si ça c'est quelque chose que tu es d'accord avec, ou si, et si oui, qu'est-ce que c'est des choses qui unifient ces langues différentes sous le nom de créole? Ok. Ce qui unifie, ce qui est commun à ces langues-là, c'est un processus historique. Je n'ai pas été d'accord, ça s'est fait sans moi. Et ça, c'est presque un processus acquis. Bon, je sais qu'il y a encore des processus de créolisation qui se font, je dis entre grands guillemets. C'est pas à moi d'être d'accord. Et ce qui s'est passé, c'est que historiquement, le créole, c'est pas une décision, c'est des gens qui se sont retrouvés dans un espace avec plusieurs langues qui sont en train d'être parlées et une langue de maître, en général une langue de colonisée, et il s'est développé quelque chose qui s'est systématisé et qui est devenu une langue. Le processus a été similaire dans les différents endroits. Ça a donné ce qu'on appelle les créoles. Et je vous recommande ce site-là. Si ça vous intéresse, je peux vous le faire passer, où j'ai trouvé ce tableau avec tous les créoles qui explique les processus historiques de formation de toutes ces langues-là. Je ne pense pas que c'est un phénomène sur lequel nous avons quelques pouvoirs. C'est encore une fois, comme je viens de le dire, c'est des organismes. Hein. Bon, premièrement, il y a toute une partie historique. Je ne peux rien faire contre le créole haïtien maintenant. Ce que je peux faire, c'est que je peux, quand je suis en train de dire un mot, parce que parlons de danger, il y a certains de notre mot maintenant, la diaspora américaine, ils me disent, mais non, on ne dit pas comme ça, on dit comme ça. Je leur dis, je regrette, on ne dit pas comme ça, on dit comme ça. Mais nous allons devoir accepter que nous allons mettre 4... Parce que notre créole est en train de devenir un créole où il y a des mots anglais qui viennent, mais ils ne s'ajoutent pas aux mots français, ils les bousculent. Et c'est ça la lutte maintenant. Mais bon, ça c'est un autre problème de linguiste et de grammairien, mais malheureusement je ne pense pas que je puisse être d'accord ou pas, ou que personne puisse être d'accord ou pas. La langue va se parler, elle va se former comme elle se forme. Une dernière question, si tu veux bien, Jasmine. Quel texte recommanderais-tu à notre communauté estudiantine? Quel texte recommanderais-tu en français que nous lisions un texte de Haïti? Pour commencer. Ouais, pourquoi tu me laisses poser cette question à moi non, depuis tant que là? C'est invisible. Pour commencer. Faites-les lire Gouverneur de la Rosée, donc. Je leur ferai lire Gouverneur de la Rosée. Non? Tu me l'as recommandé. Oui. Je leur ferai lire Gouverneur de la Rosée parce que je crois aux histoires d'amour. C'est un très beau texte. C'est un très beau texte. Tu l'as lu? Oui. Ah ben oui, d'accord. À mon avis, je sais, tu n'as pas discuté littérature haïtienne avec moi, donc comment je puis savoir? C'est toi la spécialiste, c'est pas moi. Non, c'est pas une question de spécialiste, c'est une question de... Enfin, moi, je leur ferai lire Gouverneur de la Rosée. J'ai eu une expérience fabuleuse avec Gouverneur de la Rosée. Je me rappelle,
parce que bon, j'ai eu une librairie haïtienne francophone en ligne, La Folie, à New York. C'était le fameux Asian Book Center. Et nous avions donc un grand hangar avec des livres, etc. Et il y a ma fille, elle avait 16 ans, et qui allait travailler avec moi pour ranger des trucs. Et elle sort, c'était une grande liseuse, et je la vois assise dans un coin. Elle a pris un livre, elle a pris un exemplaire du gouverneur de la Lausée, et elle l'a amené avec elle. Et je ne l'ai pas vue de l'après-midi. Et elle revient vers moi en début de soirée, et elle avait les larmes aux yeux. Et elle m'a dit, maman, pourquoi tu ne m'as pas dit que ça existait dans la littérature haïtienne? Ce jour-là, j'ai su que c'était ce livre-là qu'il fallait que je donne aux jeunes haïtiens, ou aux jeunes en général, quand ils me demandaient un livre haïtien. Parce que je pense que c'est très tellurique, c'est très beau, c'est un peu triste à la fin, mais toute bonne littérature est comme ça. Elle a eu le même sentiment que moi quand j'ai découvert la littérature algérienne d'expression française pour la première fois, ici aux États-Unis. Et je me suis écriée, on m'a caché ça. Oui, on m'a caché ça. Oui, comment est-ce qu'on nous a caché ça? Merci infiniment, Jasmine. Merci. Et je vous invite à continuer cette discussion avec Jasmine avant la fin de la session. Vous trouverez Jasmine à Proctor et sur le campus. Continuez la discussion. Ah, elle va me maudire. Merci, bonne nuit, bonsoir. Merci.